Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Othman Chouklati. Othman multiplie les casquettes, à la fois triathlète amateur, coach, président de club et futur entrepreneur. Il va nous expliquer, à travers son parcours parfois semé d'embûches, comment il en est arrivé à jongler avec toutes ses activités dans son quotidien. L'occasion aussi pour nous d'en apprendre un peu plus sur la vie et la pratique du triathlon en club, et plus particulièrement le petit club familial de l'EPPG Triathlon du Pré Saint-Gervais. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Othman, un triathlète amateur qui cumule les mandats et les activités tour à tour, coach puis président de club et également entrepreneur. Othman va pouvoir nous partager son expérience, ses conseils et nous faire entrer au cœur d'un club de triathlon pour en comprendre son fonctionnement et ses avantages. Bienvenue dans le podcast Othman. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Merci à vous pour l'accueil. On a accueilli dans des super locaux. Il paraît que c'est la première fois. Et, tout à fait, nouveau studio. C'est ça. Et c'est hyper pro, les gars. Super. Et je suis entouré de Mélène, j'ai oublié de t'introduire. Non, Mélène, mais c'est pas grave. Hein, à nos auditeurs. J'arrive après la bataille. Bonjour à tous, du coup. Othman, est-ce que pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour Qui es-tu ? Nos auditeurs? Bien sûr, Othman. Donc, je suis triathlète depuis une dizaine d'années, 2010 exactement. J'ai commencé par la course à pied, on va dire à un âge assez tardif pour un sportif, 26 ans. Et puis par la suite, j'ai démarré le triathlon étape par étape, jusqu'à me dire avec certains de mes potes, il faut qu'on fasse un Ironman avant nos 30 ans. Donc ça a été un peu... Déjà l'objectif direct, quoi. C'est ça. Mais au final, entre 26 ans et 30 ans, il s'en passe des choses. Et en 3 ans, si c'est bien planifié, on peut faire pas mal de choses et on peut progresser tranquillement. Et comment s'est fait la bascule justement entre course à pied et triathlon ? Parce qu'en 2010, c'était un peu moins connu qu'aujourd'hui. Du coup, t'as vu une pub et tu t'es dit, il faut que je fasse un triathlon ou... Il y avait un peu toutes les vidéos sur les Ironman qui faisaient un peu rêver. Mais initialement, j'ai commencé par la course à pied. Et quand on commence la course à pied, ça c'est quelque chose que je disais aussi aux personnes que je coachais, c'est que les 6 premiers mois, on finit toujours par se blesser. Et c'est normal et c'est pas de notre faute. Et c'est notre corps, il doit suivre un peu. Et pendant les 6 premiers mois, j'ai eu une blessure. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu, le TFL, au niveau du genou. Et je me suis dit, pour continuer un peu à garder mon niveau de course à pied, mon niveau d'endurance, ça serait bien de faire de la natation et de faire du vélo. Donc de faire des activités complémentaires, quoi. Exactement. TFL pour... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Le syndrome de l'essuie-glace. Exactement. Que j'ai eu. Donc, l'a eu. C'est Et ça le problème. Et c'est ça. Et en fait, c'est un syndrome, c'est la tendinite du fascia lata. Donc c'est un muscle c'est un endroit où il y a le muscle du quadriceps qui va s'insérer au niveau du genou. Et cette inflammation, quand on fait du vélo, de la natation, on peut continuer à garder son niveau cardio sans perdre pour autant en course à pied.
Ouais. Et du coup, tu t'es dit quand même la natation, parce que c'est vrai que la transition, souvent on se dit, bah tiens, je fais de la course à pied, je vais faire du vélo, mais là tu t'es dit aussi, je vais aller nager, je vais aller à la piscine. Il y avait dans un coin de ma tête un peu le triathlon, parce que me dire que voilà, courir c'est bien, faire du vélo c'est sympa, mais de pouvoir nager, sachant que, alors scoop, je ne savais pas nager le crawl plus de 50 mètres. Donc un peu comme beaucoup de monde qui commence le triathlon. Je confirme. Et là m'est venue l'idée de me dire, ça c'est quelque chose que je ne peux pas commencer tout seul. Donc là j'ai rejoint un premier club. On est resté... Donc tu t'es affilié dans un club assez vite, quoi, assez tôt. Exactement. Et notamment pour la partie natation. C'était un club, donc c'était le CNP qui est à Vincennes. D'accord. Donc le club des nageurs de Paris, qui ont des super installations, des super locaux. Et c'est là où j'ai appris vraiment à nager le crawl et à dépasser 400 mètres sans s'arrêter. C'est vraiment une des étapes clés parce qu'au début, même quand on nage pas le crawl, on peut nager 25, 50 mètres. Mais c'est la respiration qui pose problème. Et quand on sait nager 400 mètres, on peut se dire, on peut commencer à s'attaquer à un triathlon. Même si on est lent, on va... On ira au bout. Exactement. Ouais, on ira au bout. Ouais, et puis il y avait cette démarche aussi à long terme de se dire, si on apprend à nager, parce qu'on peut finir un triathlon en faisant de la brasse. Je confirme. La tête hors Clairement. de l'eau, Ouais. etc. Mais ça va être très fatigant musculairement, on va être très lent. Et donc c'était un peu un pari sur l'avenir en disant investis maintenant et puis peut-être dans 1-2 ans tu vas pouvoir faire des distances complètes. On salue Mathieu d'ailleurs qui a fait le triathlon de Paris en dos crawlé. par petite partie de dos crawlé, mais on peut faire sur différentes nages effectivement. Donc, Totalement. ouais. Et puis ça enlève un peu la peur, etc. Donc la brasse c'est jouable, mais si on mise sur l'avenir, vaut mieux faire du crawl parce que clairement c'est... Oui, c'est un peu la... Plus efficace, on Ouais, la nage plus plus efficace. économe, Ouais, exactement. C'est ça. Et donc deuxième défi, je me suis dit, à partir du moment où tu sais faire un 1005, tu t'inscris dans un autre club de triathlon et tu t'engages vraiment concrètement. Donc ma vraie première course, c'était le M de Paris, qui se faisait, c'est ça, et qui se faisait à l'époque dans la Seine. Et donc on se jetait du pont, à côté du pont Alexandre III, et on allait vers la Tour Eiffel, on passait sous les ponts de Paris, et même si c'est la Seine, ça reste un moment magique. Tu passes sous les ponts, tu fais du crawl avec un départ groupé, c'est quand même très sympa. Alors je te cache pas que sur le papier c'est pas mal, mais je sais pas si je mettrais un pied dans la Seine, honnêtement. Je crois qu'il y a un projet de faire le triathlon pour les JO en 2024 dans la Seine. Donc, je sais pas trop où ils en sont, mais ils voulaient justement cleaner un peu pour que ce soit praticable. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, en fait, en tout cas, t'es toujours là pour en parler. C'est ça. Donc, C'est plutôt bon signe. C'est ça. Pierrick aussi avait fait le triathlon dans la Seine à l'époque à Paris. Et il était un peu surpris parce que c'était un des seuls qui était en maillot de bain. Il voyait tous les mecs en combi et tout. Il se dit, il se passe un truc, c'est pas normal. Et il y avait des douches à la sortie plutôt. Fallait pas les éviter, donc il s'est dit. Des douches de bétadine à la sortie. Donc non, nickel. Donc ça, c'était ton premier triathlon en 2012 2011. Donc okay. C'était le premier M. On va dire que j'ai fait un petit triathlon à des distances découvertes qui sont très sympas. C'était à La Baule. Donc là, c'était 400 mètres de natation. Et sur 400 mètres de natation, il n'y a pas besoin. C'était en mer, en combi, ça permet de flotter. On alterne un peu crawl et brasse et ça peut passer. Et donc à partir du moment où ce premier triathlon a été validé, on va dire, j'ai appelé le club dans lequel je suis maintenant depuis plus de 10 ans, qui est le PPG Triathlon, qui est le club du Pré-Saint-Gervais. Ça ressemble à PPTC du coup. C'est ça. Presque. Et qu'est-ce que ça veut dire alors, EPPG ? Alors le PPG, c'est Entente Physique Populaire Gervaisienne, donc gervaisienne pour la ville du Pré-Saint-Gervais. Okay. Et pour ceux qui connaissent pas le Pré-Saint-Gervais, c'est la plus petite ville qui est collée à Paris, qui est collée au 19e. Près de Pantin, c'est ça ? Exactement, on est entre Pantin et les Lilas. Donc c'est une toute petite ville, un tout petit club également. On est une 50aine et du coup... on salue. On salue, tout à fait. Bonjour voisin. Bonjour le PPG. Donc suite à ce premier triathlon, donc ce M, j'avais appelé le président de l'époque en disant voilà, maintenant je veux rentrer dans un club, je veux m'entraîner dans un groupe parce que y a le côté social qui est hyper important en fait. Et du coup, c'était pour progresser, t'avais déjà en tête de faire l'Ironman ou pas encore ? À ce moment-là, non. Non. Donc tu t'es dit, je vais me mettre dans un club pour voir comment je peux progresser en triathlon. Exactement. Surtout, effectivement, progresser en natation, parce que c'est quand même
L'élément, quand on vient pas de la natation, on met du temps à progresser. Comme beaucoup de triathlètes, on n'a pas vraiment de stats sur le sujet, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui viennent du vélo. Alors ça a peut-être changé récemment, mais je crois qu'il y en a peu qui viennent de la natation pure et dure, quoi. C'est ça, donc c'est un avantage de venir de la natation, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut faire, et c'est clairement chez les pros, c'est quasi éliminatoire la natation. Chez les amateurs, et c'est un des points que j'avais regardé dès le début en cherchant des stats, des classements, dès qu'on a commencé à faire les premiers triathlons. Je voyais que mes classements étaient corrélés à mon classement de vélo. De vélo, donc la suite, clairement, quand on est fort à vélo, les classements, quand on est classé 300e sur une course, si on est 320, le classement de vélo, il est entre 310 et 330. Donc c'est quelque chose qui est très corrélé. Et c'est ce qu'on dit aussi, non, qu'on perd une course sur la natation et on la gagne en course à pied, c'est ça? Ça se vérifie pas mal au JO. Parce qu'il y a du drafting aussi. Si tu sors pas de l'eau dans un groupe, tu peux accrocher un groupe en vélo, c'est mort, quoi. Mais tu vois Alexier, il y a 2 ans, il était à la rue en natation et du coup il était jamais dans les classements. Et maintenant il a refait son retard et du coup s'il est dans le paquet en vélo, en course à pied, il est quasi injouable. Donc qu'est-ce qui est bon, il m'énerve. Je sais pas, j'arrive pas à l'aimer. Déjà il est pas français, ça, forcément on est un peu chauvin. Et cette réalité-là, elle est encore variable selon si on est pro ou amateur. Effectivement, quand on est pro, si on sort pas dans les packs, même dans les courses sans drafting, si on n'est pas dans la dynamique de course, on est un peu décalé. Et même à 12 mètres, il y a un léger drafting, etc. Par contre, chez les amateurs, c'est encore différent parce que clairement, la natation est rattrapable à vélo. Après, ça dépend des niveaux. Si on est vraiment pur amateur, on est au milieu du paquet, là, le vélo joue un rôle important. Après, à un moment, dans les 10% premiers, le niveau est quand même très proche sur les sports et prendre 5 minutes en natation, il va falloir les rattraper en course à pied sur un 10 km. Donc voilà, c'est encore une notion plutôt où est-ce qu'on se place et où est-ce qu'on met l'accent. Mais c'est clair que quand on est débutant, le vélo en triathlon est super important, surtout que derrière, il y a des passages entre notre niveau de performance en vélo et vers la course à pied, ce qui est un peu moins vrai des fois pour la natation. C'est-à-dire que si on progresse énormément en vélo, ça va pas se marquer beaucoup sur nos chronos en piscine. Malheureusement. On aimerait bien, mais non, c'est pas toujours le cas, effectivement. Oui, tu veux dire qu'il y a un lien à l'entraînement entre les performances que tu sors en vélo et la course à pied. C'est ça. Les deux disciplines vont te permettre d'évoluer ensemble. Il y a en fait, c'est un peu les aspects de VO2 max qui vont sortir du vélo et qui vont être... Donc la VO2 max, c'est notre capacité du moteur, on va dire notre capacité à exploiter l'oxygène. Elle est importante en vélo, elle est importante en course à pied. Elle est bien sûr importante en natation, mais la natation a une part technique qui est très importante. Ouais. Et du coup, quand on augmente notre VO2 max à vélo, elle va tout de suite être utilisable en course à pied. Effectivement, même la course à pied est une composante technique, mais elle n'est pas aussi importante que la composante en natation. C'est sûr, quand tu as une petite fille de 14 ans qui te double en natte, tu te dis... Ok, là, je dois bosser la technique. Il y a un truc technique quelque part. C'est pas musculaire. Mais par contre, c'est vrai que à titre personnel, j'ai l'impression que quand je suis dans des phases d'entraînement proches d'une compétition où je me sens bien, je sens quand même des petits bénéfices en natation de quelque chose ailleurs, quoi. Je sais pas si c'est le vélo et la course à pied qui m'aident un peu en natation, notamment au niveau du souffle. Enfin, je sais pas si... Ou alors c'est juste une forme physique la forme physique va globale aider. Qui fait que je me sens bien en natte, quoi. La forme physique va aider les différentes adaptations musculaires, parce que clairement quand on court, le dos va se renforcer, les quadriceps, on va pouvoir avoir un meilleur battement. Mais encore, ce qui est très, très bizarre en fait dans ce monde-là, et ce qui est très intéressant dans le triathlon, c'est que les capacités particulières
au niveau de la natation et ce qui est génétiquement nous aide dans la natation, nous dessert en course à pied. Par exemple, la souplesse des chevilles très souples vont nous aider pour faire des battements de jambes et on va avancer plus vite. Mais par contre, des chevilles souples, c'est pas très bon pour la course à pied parce qu'il faut avoir les chevilles raides pour améliorer la technique, parce que ça renvoie un peu comme les lames de carbone quand on voit sur les athlètes handisport. Si nos chevilles sont raides, on a des meilleurs retours énergétiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils ont aussi fait beaucoup d'études en comparant des corps parfaits de nageurs, des corps parfaits de coureurs à pied. Ils ont comparé par exemple Michael Phelps à Hicham El Guerrouj. C'est des beaux exemples. C'est ça. Et Michael Phelps fait autour des 2 mètres et Hicham El Guerrouj fait 1m80. Et pourtant, ils ont la même longueur de jambe. Je voyais pas si grand. Donc, et les deux ont la même longueur de jambe. Donc, effectivement, avoir des longues jambes en course à pied, c'est hyper intéressant. Par contre, ce qui est intéressant pour la natation, c'est d'avoir des jambes plus courtes, mais une très grande envergure au niveau des bras. Donc, c'est assez intéressant, en fait, notre sport, parce qu'il permet un peu avec des qualités de naissance génétiques totalement différentes, que chacun s'améliore et tout le monde a ses points forts et ses points faibles. Ouais. Et il faut travailler ses points faibles. Exactement. Il faut renforcer ses points forts et si Olivier nous entend, il faut aller nager. C'est ça. Et du coup, l'inscription dans le club, ça t'a amené jusqu'où ? Qu'est-ce que tu t'es mis comme challenge après le premier M ? Tu t'es dit, je vais augmenter la distance, ou alors je vais essayer de courir plus vite ou de nager plus vite. C'était quoi tes premiers objectifs ? Alors après l'inscription, donc avoir fini le M, donc c'était en juillet. Donc triathlon de Paris en juillet, je contacte le club, je commence à faire les premières sorties et puis ils me disent on a un triathlon qu'on adore, c'est le XL de Gérardmer. Donc c'est le half de Gérardmer qui est une course magnifique et que le club fait tous les ans. Et du coup on part faire le XL avec quelques sorties. La même année ? La même année, 2 mois après même. Ouais, bel enchaînement. 2 mois après, ce qui était complètement inconscient, mais on apprend des choses. Et donc de passer d'un M à un XL, ce qui était l'équivalent d'un Alpha Ironman, c'était un Alpha Ironman. Ouais. Donc c'était 1.9 de natation. C'était 1.9 de natation, 90 de vélo et 21 à pied. Sauf que c'était dans les Vosges et qu'il y avait... Il y a un peu de vélo. Il y avait un peu de dénivelé. Et du coup, c'était une belle expérience parce que dès que j'ai posé le vélo, j'ai crampé des 2 quadriceps et je me suis dit, j'ai 21 km à faire avec des crampes au quadri, on va voir ce que ça va faire. Et du coup, les crampes sont passées tout doucement, mais c'est anecdotique, mais j'ai fini le semi en 2h10. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ah oui. Donc c'était un peu long. C'était un peu long. Ouais, donc c'est vrai que faire un longue distance 2 mois après, c'est le premier M. Ouais. C'est ça. Et du coup, dans la planification, c'est là où moi, je m'entraînais beaucoup avec un ami à moi qui s'appelle Pierre-Yves. Et à ce moment-là, on se donnait des challenges. Et effectivement, on avait cette concurrence très saine où ça se jouait entre nous à 1 minute sur une course. Mais voilà. Et c'est hyper intéressant. Un peu comme entre nous. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de challenge. Et c'est hyper intéressant d'avoir ce type de concurrence parce que quand ça joue à 30 secondes, en fait, on se rend compte que 30 secondes sur un triathlon, on va essayer d'aller les chercher partout, sur les transitions, sur la position de vélo, sur le casque, etc. Donc ça, c'était hyper motivant et hyper encourageant. Mais tant que la concurrence est très saine, où on se partage et on se tire tous les 2 vers le haut. C'est ça. Oui. On a le même âge, donc on s'est dit... Du coup, c'est ce qu'on a planifié, c'est-à-dire faire le half à 28, faire un entre-deux, qui n'est pas un half, qui était le longue distance de l'Alpe d'Huez. Très bien. Et l'Ironman, et on avait choisi... C'est une bonne marche avant l'Ironman, ouais. Exactement. Et puis maintenant, quand on l'a fait, on s'est rendu compte que c'était une marche assez forte déjà, qui était quasi proche d'un Ironman en fait. Nous, on y était cet été et on s'est dit, on va faire le M à l'Alpe d'Huez. Mais on voyait les gens sur le L, on a des connaissances et tout ça, des membres du club qui l'ont fait. C'est un beau morceau. C'est un beau morceau. Hein. Quand ils arrivent en haut de l'Alpe pour le semi,
Avec des gueules cassées quand même. Ouais. Ouais, la partie vélo est très très solide. Il y a beaucoup de bornes et il y a beaucoup de dénivelé. Et après, effectivement, même la partie course à pied est pas plate du tout. Donc, c'est un vrai challenge pour le coup. Moi, c'est une des courses que j'ai le plus aimé. Genre, je l'ai faite 3 fois. Ah oui. Et effectivement, quand on voit juste le vélo, il y a une même année où j'ai fait le half et un Ironman, l'Ironman de Vichy. Et ben j'ai mis le même temps à vélo sur les deux courses. Donc le vélo, il est quasi aussi conséquent qu'un vélo d'Ironman. Avec, il doit y avoir 50 bornes de différence, ou même un peu plus, peut-être 60, je crois. Il y a 120 km. Ouais, donc 60 de différence avec 60 un de Ironman. différence, ouais. C'est ça. D'accord, et tu mets le même temps, ouais. C'est dire que... Ouais, il y a du Que c'est D+, à l'Alpe et que c'est un chantier. Ouais. C'est un chantier, le vélo à l'Alpe. C'est un chantier, et surtout qu'il y a ce point-là où on finit par le plus dur. Quand on est sur un Ironman, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, quand on est sur un Ironman et que on sait qu'il reste les 10 derniers kilomètres ou les 5 derniers, on va commencer à se relâcher, à se préparer mentalement pour la course. Ouais. Là, quand tu es dans les derniers possible. virages de l'Alpe d'Huez, il faut se lever et relancer dans les virages. Donc, C'est pas les plus durs, parce qu'en fait, ils sont tous durs. c'est ça. Enfin, c'est très dur au début et ça redevient très dur à la fin, et au milieu, c'est dur. Ouais, t'as pas beaucoup de répit. C'est un Ouais. col très clair. difficile, ouais. Mais... Donc Donc, là, du coup, ça, c'était ce L de l'Alpe d'Huez, donc dans cette prépa, vers un premier Ironman. Vers un premier Ironman. Et c'est une planification qui est plutôt modérée. C'est pas quelque chose qui est très rapide. C'est-à-dire que je pense que dès une deuxième année, c'est possible de le faire. Mais c'était aussi intéressant de se dire, on a un gros objectif qui est cette course-là, et autour, on a des objectifs secondaires auxquels on va énormément participer avec le club, et on va faire des courses club. Ça, c'est quelque chose qu'on adore faire, faire des voyages à plus de 50, parce qu'en fait, il y a une partie du club qui vient, il y a la famille des personnes. C'est un petit club, on reviendra peut-être sur le club tout à l'heure. Mais Oui, c'est le but aussi. Mais effectivement, le club a une taille qui reste que ça fait un groupe familial. Donc, on se connaît tous, on connaît tous les parents des gens. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, tu me disais que tu t'étais fixé un objectif également sur 73 ? Oui. Alors, du coup, après l'Ironman, j'ai vu que l'Ironman, c'était compliqué, surtout au début, et que je marchais, entre guillemets, un peu mieux sur 73. Quand je dis je marchais, juste pour savoir un peu, pour donner un ordre de grandeur, quand j'ai commencé, j'avais pas de génétique particulière pour le triathlon. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, en faisant beaucoup de courses à pied, je courais le 10 km en 46 minutes, ce qui est quelque chose de plutôt moyen. À la suite de ça, on peut progresser. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pouvais le courir en 35, mais après plusieurs années d'entraînement. Mais il y avait un côté où le half Ironman était une des disciplines où je m'en sortais le mieux, en termes de classement, etc. Et puis pour se donner un peu, cette fois-ci, un autre objectif que simplement d'être finisher, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher une qualification pour les championnats du monde ? Et donc ça, c'était un peu Toujours un objectif... Exactement. C'est bien. Il faut toujours se mettre une carotte devant soi, sinon c'est dur l'hiver de se lever et d'aller faire la sortie vélo et d'aller à la piscine surtout. Ouais, c'est clair. Après, quand on a les moyens de se mettre ce genre de carotte, quoi. Et nous, on peut toujours se le dire, mais... Ouais, nous on se dit, tiens, je vais améliorer mon chrono, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Moi, je vise Kona, clairement, je te le dis. L'année prochaine. et comment justement, t'as ce déclic un peu en te disant... je pense que c'est jouable, je sais pas, c'est quoi, c'est un classement, c'est un temps. Tu regardes un peu les chronos des qualifiés, tu te dis, allez, l'année prochaine, c'est jouable. Tu te mets ça sur un an. C'est un classement, c'est surtout déjà connaître ce monde-là, en fait. Moi, j'étais très adepte des stages de triathlon. J'en ai fait un qui a été un déclic avec un coach qui est hyper intéressant, qui s'appelle Benjamin Pernet, qui m'a suivi pendant 2 ans. Et il y a beaucoup de ces athlètes qui étaient aussi qualifiés au championnat du monde. Donc forcément... tu côtoyais déjà des mecs. Exactement. Ça nous donnait des modèles, et puis on voyait que c'était... même si j'étais loin de leur niveau, je me disais, est-ce que
c'est pas une Je peux marche. m'en rapprocher. Exactement. Si je fais ça comme eux, est-ce que je peux Exactement. progresser un petit peu là-dessus? J'ai acheté le même vélo et ça n'a pas suffi. Mais j'ai pas acheté les jambes qui vont avec. Non. Et d'ailleurs, pour l'histoire aussi, ce stage-là était aussi à l'Alpe d'Huez. Oui, Et d'accord. donc, alors ce stage-là, c'était un peu une torture parce qu'on dormait en haut à la station. Et donc, toutes les sorties vélo, c'était on descendait l'Alpe d'Huez, on faisait notre sortie vélo. Et à chaque fois, on devait Il rentrer. fallait le remonter. Voilà. Et là, quand j'ai vu le niveau de ces athlètes et que les athlètes étaient très costauds et surtout hyper endurants sur toute la semaine, je me suis dit, il y a des méthodes qui marchent et que je ne suis pas en train de faire. On salue Wilfried qui fait ça habituellement, hein, qui prend un hébergement en haut de l'Alpe et qui va rouler. Et puis à chaque fois, Il termine. Ouais. le retour, c'est Et là. c'est pour ça que cet été, nous, on a On s'est pris mis en bas. un logement au pied de l'Alpe, Et oui, exactement. histoire de pas avoir le remonter à chaque fois. Ouais. C'était une très Un très bonne bourgeoise. idée. hein. On a fait 3 Ouais. ascensions quand même. Mais... On l'a fait 3 fois, c'est vrai. Ouais. Nous, effectivement, c'était notre dernier stage de triathlon. Tu n'es jamais revenu ensuite. Non, on en a refait d'autres avec le club et pareil, on a pris par contre un logement en bas. À Le Bourdoisan. petit tips. C'est ça. Si jamais vous voulez aller à l'Alpe d'Huez. C'est ça. Exactement. Même pour l'anecdote, pendant ce stage-là, on dormait là-haut. J'ai réussi à tomber dans l'Alpe d'Huez pendant la montée. J'avais la oui. tête dans le guidon et à un moment, je me suis retrouvé Mais non. à tomber à droite. Ça peut arriver, ça peut arriver. T'as regardé le ravin et tu t'as été happé. J'étais dans la roue de quelqu'un et à un moment, la tête dans la roue et je suis parti à droite. Ouais, ça peut être compliqué. Vaut mieux ça- partir à droite qu'à gauche dans la montée parce que Oui, c'est ça. c'est le meilleur côté pour tomber. Et donc là, du coup, tu côtoies les athlètes et tu te dis l'année prochaine, je me qualifie. Du coup, je suis suivi 2 ans par Benjamin. On se fait ce plan-là, on mesure un peu tout. C'est un peu un des éléments que je faisais beaucoup, c'est-à-dire suivre énormément et mesurer ce qu'on fait. C'est assez intéressant avec le triathlon parce que on peut quasiment mesurer vraiment notre progression. Je faisais un peu des sports co avant, un peu de foot, un peu de basket, mais on ne sait pas réellement si on progresse ou pas. Bon, bah, peut-être. Ouais, il n'y a pas de data, quoi. Y a pas de- Il y Exactement. en a beaucoup, mais quand tu commences à jouer en Ligue 1 ou en Oui, Ligue c'est 1, ça. c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, les footballeurs, ils leur mettent même des fois des capteurs, donc ils savent le cardio, le nombre de kilomètres parcourus. C'est ça. Enfin, ouais, t'as des trucs même qui traquent un peu ta position sur le terrain, tes Ouais, courses. c'est ça. tes et machins. donc les entraîneurs, ils analysent les données en temps réel. Mais C'est incroyable. c'est pas accessible Oui, voilà. facilement. Là, on alors est que dans là, un- t'as une montre Exactement. connectée, un Effectivement, Strava, et le puis tu football regardes. amateur n'a pas ce genre de... Et puis on parle de quelque chose qui est là en 2021, c'est-à-dire Oui. que quand on a commencé le triathlon en 2010, Ouais. déjà la Garmin ou d'autres marques, enfin le GPS, Ouais, c'était c'est- déjà une superbe donnée. Ouais, Et ce qui a clairement, fait ouais. vraiment la différence dans toute ma préparation, c'est le capteur de puissance. Ouais. C'est Mhm. quelque chose que... donc pareil, c'était via un autre stage avec un autre coach, mais là pour le coup, donc je reviens à cette histoire de... Bah, c'est le vélo qui nous fait progresser et qui nous fait progresser dans le classement à un certain niveau, d'un certain niveau amateur. Mhm. Et je me suis dit, si je veux être meilleur à vélo, il faut que je m'entraîne avec des cyclistes. Et à ce C'est moment-là, une bonne idée. on est parti faire un stage avec... Des vrais cyclistes, quoi. Des mecs du voilà, vélo. c'est ça. Ouais. Et donc, c'est Quentin Leplat qui était très focus sur le capteur de puissance. On est parti faire ce stage-là. Et en arrivant, donc 2012, et il y a tous les athlètes qui étaient là en stage avaient un capteur de puissance. Et on Déjà à comprenait l'époque, pas... quoi. C'est Ouais. ça. Et on comprenait pas ce qu'ils avaient sur leur pédalier. Et, Faites quoi, les gars? C'est le moteur? Non, c'est un capteur. Et le premier jour du stage, il nous fait un test de PMA sur une première montée. Donc un test sur 5 minutes pour savoir notre donnée. Mhm. L'après-midi, il nous fait un test sur 20 minutes. Ah Et oui. à partir de ces données-là, FTP, PMA. Dans Exactement. la foulée, quoi. donc, et en fait, il coach tous ses athlètes avec ces données-là. Et clairement, sur le vélo, ça a été vraiment un énorme déclencheur parce que quand on voit qu'on gagne 5 watts, 10 watts, etc., et que c'est vraiment perceptible, là, ça devient hyper intéressant et hyper motivant. Et cette question de data a été quand même un moteur tout le long pour se dire, on voit ce qui monte, ce qui descend, et on peut vraiment mesurer, et on a un peu le retour sur investissement qui est cash, en fait. De tout l'effort, Ouais. ouais. Exactement. C'est vrai que pour le coup, on en a déjà pas mal parlé du capteur de puissance, mais
La différence par rapport à la course à pied où on se base pas mal sur la VMA, c'est qu'en vélo, en fonction de la route, du vent, ça change énormément en fait la vitesse et même les sensations, et du coup c'est assez difficile de se juger. Là, le capteur de puissance, Exactement. Il s'en fout s'il pleut ou s'il y a du vent, il te donne la puissance que tu envoies dans les pédales, donc c'est un bon élément pour effectivement mesurer ta progression, peu importe le terrain. C'est un super indicateur. On a fait un épisode avec un autre Quentin qui justement sur les capteurs de puissance, et c'est super, mais sans en être prisonnier non plus, je pense, des données. Mais tout à fait. C'est intéressant si on en a besoin pour se motiver, pour savoir si et puis pour savoir en fait si ce qu'on fait marche ou ne marche pas. Ouais. Le triathlon, c'est quand même un sport assez jeune. Bon, peut-être un peu moins maintenant, mais il y a 10 ans, c'était quand même un sport jeune. Et il y avait énormément de méthodes d'entraînement. Et pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, il faut mesurer. Sinon, ça reste du feeling. Et le feeling, il va dépendre. Alors que là, on a une donnée mesurable, on a quelque chose qu'on peut suivre, on a des courbes de puissance. Et ça, c'était vraiment très intéressant dans le... Et là, effectivement, pour revenir à la question de comment on arrive à se dire on va aller se qualifier au championnat du monde ou pas, on va se dire, sur cette course-là, pour être qualifié, il fallait faire tant de chronos sur telle discipline, qu'est-ce qui me reste comme palier à franchir pour faire ce temps en vélo. Exactement. Pour faire ce temps à vélo, ce temps en course à pied, ce temps en natation, voir là où je suis le plus proche et là où je me connais pour arriver plus facilement sur la natation. Peut-être qu'il fallait gagner 2 minutes en natation. Mais est-ce que pour juger ça vraiment bien, est-ce que t'es pas obligé aussi de t'adapter en fonction des parcours? C'est-à-dire que tu dis, si la qualification elle se joue sur ce triathlon, il faut regarder la topographie du parcours et se dire les slots disponibles. Bon, là, le temps en vélo, ça va plutôt être ça parce que il est compliqué. T'es obligé de t'adapter, quoi. T'es obligé de t'adapter, et ça fait un peu partie de la recherche. C'est un peu ta stratégie, ton plan de guerre, quoi. Exactement. En fait, ça va beaucoup plus loin que le simple... Et c'est ça aussi qui est amusant. Hein. Il faut connaître ses points forts, ses points faibles, savoir là où on est meilleur. Typiquement, moi, je suis un petit gabarit léger qui a un avantage en course à pied et un avantage en montagne. Je vais souvent chercher des courses montagneuses. Ouais. Je vais aussi chercher des courses où la natation va se faire forcément en combi parce que je vais être moins bon nageur. Donc il faut un peu d'aide à la flottaison. Exactement, je sais que j'ai des soucis de flottaison, donc forcément, si ça se fait dans de l'eau de mer plate avec combi, c'est parfait. Une des courses qui était parfaite pour ça, c'était le 73 de Lanzarote. Ouais. On nage dans un lagon eau de mer combi. Il y a du dénivelé à vélo. Il y a du vent. C'est aussi hyper intéressant parce que il y a aussi cette notion. T'as moins d'impact aussi quand t'es plus petit gabarit. Exactement. Et puis tu prends moins le vent. Ouais, c'est ça. Tu prends moins le vent. Arnaud Guillou. C'est ça. Tu prends moins le vent. Et puis aussi, est-ce que quand t'as un capteur de puissance pareil, je radote souvent sur ce sujet-là, mais quand t'as le vent de face et que t'as un capteur de puissance, tu regardes tes watts et tu dois obtenir ces watts. Ouais. Alors, mais ça en sortie vélo, ça me rend dingue. On a fait des sorties des fois en région parisienne avec du vent et tu regardes le capteur et tu dis putain, mais je suis à 280, 300 watts et j'avance pas d'un poil parce que t'as le vent de face et tout. Et là tu vois, en fait, avec les données, c'est vrai que tu prends conscience de l'impact du vent, quoi. Exactement. Et que t'es dans le rouge. Ouais, que t'en peux plus, t'as envie de rentrer, te mettre en fœtus sur le canapé. Et en termes de gestion, à l'époque, il y avait peut-être un peu moins de capteurs, mais à l'époque, avoir un capteur sur une course avec du vent, c'était de la triche, parce qu'en termes de gestion, c'était incroyable. C'était la triche à ce point-là. Je veux dire, c'était un avantage. C'était une blague de dire que c'est de la triche, mais c'était vraiment un avantage qui était assez énorme parce que on sort pas de sa course, on reste dans ses zones, alors que sinon on va se battre, on aura envie d'avancer, on se dit je suis à 20 à l'heure. D'ailleurs, Mélène, pour l'Ironman de Nice, il s'est aidé beaucoup du capteur de puissance. Hein. Tout à fait. Il m'a lâché au bout de 15 bornes. C'est parfait. Il était dégoûté au bout de 15 bornes, plus de capteur. Tout mon plan de course a explosé.
Alors que effectivement, tu vois, C'est pour ça je pense que je tu suis te pas disais, top 3 tu te d'ailleurs. disais, vas-y, il faut que je reste entre tant et tant de watts, faut pas que je me crame, etc. Non, mais au bout de 15 bornes, plus rien. Ouais. Mais au final, tu l'as fait. C'est ça Premier aussi. Dodan, bam. Je parlais de prisonnier des données. Au final, il a fait son Iron, son vélo, aux sensations, en se disant, bah, quand ça force, je mouline et tout ça, je suis à l'économie. Et voilà, Après, C'est passé. c'est passé. Après, c'est pas. Effectivement, je pense qu'il faut pas non plus être. Il faut le prendre si. Déjà, on en a besoin pour se motiver. Hmm. C'est hyper important. Il faut le prendre pour être sûr que ce qu'on fait marche ou marche pas. Ouais. Et puis, si on a envie de faire tout au feeling, on fait tout au feeling. Il y a aussi. En fait, ça accélère l'expérience. C'est-à-dire que des cyclistes qui ont 10 ans d'expérience, ils n'ont pas besoin de capteurs. Ils savent qu'ils sont à telle zone. Ils savent qu'ils vont tenir. Pendant une demi-heure à cette intensité-là, ils se connaissent. Ouais, ils se connaissent tellement. Exactement. Que... Par contre, quelqu'un qui va débuter, bah, le fait d'avoir ces éléments-là vont lui permettre, et puis encore une fois, s'il n'y a pas besoin de le faire, et puis on est dans une autre démarche, là c'est une démarche vraiment de se dire on est amateur, on n'a pas un niveau exceptionnel, Ouais. mais on veut aller à chercher, on veut aller optimiser un peu toutes nos performances et commencer à se comprendre. exactement, commencer à se comprendre, mesurer aussi ses entraînements, parce qu'en fait, toute l'année, quand on va faire un peu de VMA sur de la piste, bah là c'est clair, on sait qu'on a fait 1 kilomètre en tant de minutes, c'est hyper clair. Par contre, quand on est à vélo et qu'on doit faire ces intervalles, si on les fait à l'aveugle, on ne sait pas réellement ce qu'on fait. Ouais. Donc c'est aussi hyper intéressant là-dedans de le faire, mais c'est aussi hyper intéressant que quand on va entre potes, de prendre son capteur, peut-être de l'allumer, de le mettre derrière dans son maillot et de pas le regarder et de regarder sa sortie après. Ça, c'est hyper intéressant parce que... Post-sortie. Ouais. C'est ça. Parce que des fois, en fait, quand on est en train de se tirer à la bourre entre potes et qu'on voit les watts, on a peur. Alors Ouais, que... je vais être cramé en fin de sortie. C'est ça. Ouais. Alors que des fois, c'est bien de pas le voir. Et c'est bien d'être cramé de temps en temps. Parce que comme ça, on connaît ses limites, on sait où on va. Puis on se connaît un peu mieux. Hein. Plus de freestyle. C'est vrai. Si on touche pas à la limite, on sait pas où elle est en fait. Ah bah nous, on est en sortie vélo, on est freestyle total. Hein. Ouais, clairement. Mais maintenant, on a les capteurs de puissance, donc on sait un peu mieux où est-ce qu'on met les pieds. Mais... On est freestyle avec les capteurs, quoi. Voilà. Et du coup, pour le suspense, comment s'est passée cette qualif du coup? Donc tu me disais que tu t'étais donné 3 courses, je crois, ouais. c'est ça? Alors, je m'étais donné 3 courses, donc 2 courses en Allemagne qui étaient Kraichgau, Wiesbaden et Lanzarote. Et du coup, la course, la première, c'était Wiesbaden. Et en fait, c'était dès la première course, ça a marché parce qu'en fait, typiquement la topographie collait à Ton profil. à mon profil. Donc c'était une natation plutôt plate dans un lac. Et j'avais vraiment bossé la natation parce que je me suis dit que ça se jouait vraiment à 2-3 minutes. Et sur le vélo était technique et vallonné. Parfait. Donc technique vallonnée, c'était assez intéressant pour moi. Et puis la course à pied, j'en ai vraiment un beau souvenir parce que on avait les pros qui étaient partis avant. Et il y avait certains pros, et c'est ça qui était aussi dingue, ce qui est dingue dans le triathlon, c'est que les pros étaient partis avant. Nous, quand on commence à courir, il y avait des pros qui avaient déjà 2 tours d'avance. Et t'as des pros que tu regardais à la télé qui passent, qui courent à côté de toi. Donc, il y avait Andrea Reilhardt qui avait fait 2 fois deuxième à Hawaï et qui passe à côté à courir à 3,10 au kilo. Ça motive. C'est ça. Tu le vois passer, chou. Et le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve aussi avec les athlètes féminines qui sont là, les pros, et elles ont un tour d'avance. Et on arrive à courir avec elles et on se motive et on se dit moi à la base je venais il y a 5 ans, je courais pas trop, donc et on se retrouve à courir avec des championnes, à les motiver, à ce qu'elles nous motivent, et c'est quand même assez ça vend du rêve comme sport. C'est quelque chose qu'on peut pas trop rencontrer dans d'autres disciplines. Ouais. Dans le trail un peu, parce que tes casquettes vertes, oui, c'est vrai qu'il y a... tu peux côtoyer un peu tes idoles, mais c'est vrai que c'est assez rare comme sport où tu as la possibilité de voir du monde, donc ça c'est cool. Ouais. Et puis partager le moment de la course avec, c'est vraiment assez dingue. Et puis derrière... Et donc tu termines en combien
pour la qualif? Je me rappelle plus trop, ça devait être entre 4h40 et 4h45. C'était en 2015. Ok. Donc c'était il y a un petit moment déjà. Et donc la qualification, c'était pour les championnats du monde en Australie. Donc ouais, c'était cool. Une grosse terre de triathlon. Ouais. Grosse terre de triathlon, l'Australie. C'est Mooloolaba, donc c'est une petite ville. Et puis du coup, je suis parti pour 2 mois là-bas. Trop bien. Donc c'était aussi une transition aussi pour moi professionnelle. Je suis ingénieur de formation et j'ai changé du coup à partir de ce moment-là, quand il y a eu cette qualification-là, j'ai décidé de devenir coach de triathlon. Ok. Donc c'était en 2016. J'ai fait les 2 mois en Australie et puis après j'ai commencé à faire du coaching, d'abord dans un premier cercle de gens que tu connais et derrière c'est le bouche à oreille et c'était une chouette expérience. Du coup en fait c'était aussi une histoire de raconter ce démarrage d'un niveau où on n'est pas dans le milieu du sport à pouvoir peut-être se qualifier au championnat du monde. Et donc c'est une histoire qui est facilement qui parle un peu plus aux gens qui démarrent ou qui ont déjà démarré et qui veulent augmenter leur niveau de performance. Et du coup, tu faisais du coaching auprès des gens qui étaient déjà dans le club ou c'était un autre cercle de personnes? Avant, c'était avec des gens du club, mais c'était dans le cadre du club d'abord. Ouais. Donc de façon bénévole, parce que le club est basé énormément sur le bénévolat. On a un club qui est très très bénévole. On en parlera tout à l'heure, mais sur la partie coaching, c'était d'abord des personnes que j'ai rencontrées dans des courses et ça a démarré assez vite. Et qui cherchaient quelqu'un pour préparer une épreuve ou... Exactement, et puis ensuite c'est le bouche à oreille et puis j'ai une dizaine d'athlètes et c'était vraiment chouette. Il y avait même des gens qui n'avaient jamais fait de triathlon. Ouais. Et il y a eu plusieurs histoires différentes. Il y a eu des personnes qui n'ont jamais fait de triathlon et qui, au bout de 8 mois, voulaient faire un half. Et c'est quelque chose qui est totalement jouable. Donc bien sûr, on ne va pas aller chercher des niveaux de performance. Oui, mais déjà de finir, quoi. C'est ça, mais de finir en 8 mois... 8 mois, c'est long de préparation. Mais 8 mois, c'est aussi court. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi court. Ouais. C'est ça. Mais on peut le finir dans un état qui est correct. Après 8 mois, avec plusieurs étapes. Mais c'est toujours la même chose. C'est la planification. Il faut tout planifier. Et si on ne planifie pas, ça reste juste un souhait, en fait. Donc, quand tu parles de planification, c'est... planification des séances, de la montée en charge, de plan d'entraînement, tout ça. Il y a toujours en fait une planification macro et micro. Donc la planification macro, c'est les étapes. Si on a 8 mois, on va faire... il ne faut pas que ça soit des étapes trop grandes parce que sinon on perd la motivation. Il ne faut pas que ça soit des étapes trop courtes parce que sinon on n'a pas le temps de progresser. Donc des cycles à peu près de 5 à 6 semaines, ça donne un objectif à l'athlète de se dire « Ok, je vais me donner pendant 5-6 semaines, je m'entraîne, je prépare ça, et dans ma tête, j'ai que cette vision sur 5 semaines. Je ne regarde pas la course. Pendant 5-6 semaines, je me donne, je vais travailler, et après les 5 semaines, généralement une petite phase de récup, où on relâche, on va se faire un petit test, soit une petite course, que ça soit un petit 10 km, ou que ça soit une course qu'on organise pour l'athlète, une course, s'il y avait un focus natation, ça peut être un test sur 400 mètres. Il y a toujours une carotte à avoir à la fin du cycle pour que la personne se concentre sur cette carotte-là et ne se concentre pas sur l'objectif final. Ouais, de manière à bien segmenter exactement. Toutes les étapes pour pas que tu te dégoûtes trop vite. C'est ça. C'est plan par plan, c'est-à-dire que s'il y a 8 mois... Ouais, et s'il y a 8 mois, c'est ça. Donc, il va y avoir 6 plans. Donc, 6 étapes. Et il sait qu'il est dans l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc. Et dans cette étape-là, donc ça, c'est la planification macro. Et dedans, il y a la planification micro de jour par jour. Qu'est-ce que tu fais le lundi, le mardi, etc. Avec toujours ces carottes-là de se dire, je refais une séance qui est peut-être une séance habituelle que je fais
une fois par cycle pour savoir que est-ce que j'ai progressé d'un cycle à l'autre. Est-ce que je suis... C'est une séance d'entraînement et en même temps d'évaluation de motivation. Donc c'est vraiment le levier le plus fort, c'est la motivation, parce que la motivation, bien sûr, sans pouvoir se blesser ou trop en faire, mais la motivation est hyper importante. Ouais, je pense que c'est clair que c'est un élément important, la motivation. Tout à l'heure, on parlait en off de l'Ironman de Nice. Moi, quand j'ai reporté l'inscription au bout de la 4e fois, clairement, il y avait... je veux dire, si je m'étais inscrit en septembre dernier... ça sonnait faux, quoi. Tu vois, je serais allé à reculons, donc c'était mieux pour moi de repousser et de me dire, ok, je prends de l'air, je coupe un peu, je profite de l'été, et puis après on se remet dedans peu à peu, et arriver avec beaucoup plus de motivation, tu vois, pour l'année suivante, quoi. T'étais pas prêt pour une prépa d'1 an et demi aussi, c'est pour ça. Ouais, oui, c'est ça aussi. La plus longue prépa de l'histoire. C'est clair. Et puis ce qui est aussi intéressant, ce que ramène le coach, hormis ce qui paraît évident, la planification, le contenu, etc., c'est un peu cette libération d'une espèce de charge mentale où on se dit, est-ce que la séance que je me suis moi-même donnée, est-ce qu'elle n'est pas trop, elle est pas trop difficile, est-ce qu'elle n'est pas trop facile? On arrête de se poser ce genre de questions et on confie en fait sa planification à quelqu'un qui va réfléchir à notre place. C'est-à-dire que même derrière, moi qui étais coach, quand je préparais mes propres courses, j'avais besoin que quelqu'un ait une visu sur ma planification à moi. Parce que, pour te libérer un peu de cette charge exactement. Aussi. Ouais. Mais c'est ce que disait Sébastien Noël, justement, quand on a fait l'épisode sur le retour là, sur l'Ironman de Nice. C'est ce qu'il disait, lui, il avait fait le choix de prendre un coach, et c'est exactement ça. Il disait, c'est une charge mentale que je m'enlevais, en fait. Et c'était super, quoi, d'avoir ça pour faire mon premier Ironman, quoi. Ouais. Et typiquement, c'est ce qu'on essaie, nous, de faire au club, mais à une plus grosse échelle. C'est-à-dire, ça va être moins individuel et moins individualisé. Mais par contre, on essaie de garder une programmation sur l'année avec comme macro-planification les courses de fin de saison qu'on fait en course club. Et on essaie de faire des planifications intermédiaires. Et du coup, est-ce qu'on peut en venir au club? Tout à fait. Justement, plus en détail. C'est vrai qu'on s'est mis en contact via les réseaux sociaux, t'écoutais le podcast, et puis nous, ça nous a vachement intéressé aussi de te parler pour en savoir un peu plus sur le club, enfin ce qui est un club de triathlon, ses avantages, comment ça marche. Nous-mêmes, on n'est pas affiliés. Non. Et je pense qu'il y a beaucoup de triathlètes qui ne le sont pas, mais pour autant, il doit y avoir quand même pas mal d'avantages, non? Comment t'en es arrivé? Tu nous expliquais comment tu t'es inscrit, mais aujourd'hui tu n'es pas que membre, tu es aussi président du club, du coup. Oui. Comment t'en es venu à devenir président? Alors, une campagne présidentielle de longue haleine? Non, alors pour vous raconter un peu l'histoire, il y a une histoire assez importante dans tout ça, c'est que en 2017, après avoir fait les championnats du monde, et 2017 avoir fait un Ironman, j'ai eu un souci de santé qui était assez grave. Donc pendant un entraînement, à la fin d'un entraînement, fin 2017, j'ai fait un arrêt cardiaque sur la piste d'athlée. Et du coup, c'était c'était des personnes du club, et je vous salue si vous écoutez le podcast, qui ont eu les bons gestes et qui m'ont fait le massage cardiaque en attendant l'arrivée des pompiers, etc. Donc j'ai dû un peu arrêter le triathlon pendant au moins 1 an. D'accord, mais c'était dû à un problème... On ne sait pas réellement à quoi c'est dû. Donc D'accord. je pense qu'il y a quelques pistes, mais rien n'est vraiment clair. Donc ça, c'était il y a déjà 4 ans. Et donc ça, déjà, j'invite aussi à tous les auditeurs à vraiment connaître les gestes de premier secours. Ouais. Je pense que clairement... Connaître leurs limites aussi, se faire suivre aussi. Exactement. Se faire suivre, je pense que c'est hyper important. Mais savoir aider les personnes dans ce genre de cas, et puis être à l'écoute de sa santé. De sa santé, de son corps. Ouais. Et c'est vrai que c'est les gestes, ça a sauvé des vies, même en course. Je crois qu'au printemps dernier, y a
un triathlète qui a sauvé aussi une autre triathlète en pleine course, il me semble. Oui. Qui a fait les bons gestes aussi. C'est Iron Pimpon. Ok, bah oui, il est pompier aussi, non? Oui, il est pompier. D'où son blaze. Exactement. Que je salue d'ailleurs. Tu le connais? On se connaît via les réseaux, via okay. une course. Une fois, on s'est rencontrés. D'accord. Donc, Bah bravo à lui, franchement. Il a sauvé la vie de cette triathlète. Je crois que c'était une triathlète. Oui, c'était une triathlète. Et du coup, suite à ce problème de santé, j'ai dû arrêter pendant une année, le temps de savoir comment ça se passait. Ça me manquait beaucoup. J'ai repris doucement via le vélo et la course à pied. Et je continuais à accompagner le club, à aller aux courses, etc. Mais plus dans le côté social, parce que clairement... c'est le côté familial dont tu parlais. Exactement, c'est une petite famille, le club. Ouais. Et donc le président du club, Benoît, a décidé d'arrêter. Il m'a contacté, d'autres personnes qui m'ont contacté également. J'étais plutôt actif depuis pas mal d'années au club et c'est plutôt les gens qui vont venir te chercher pour être président que toi Exactement, c'est pas des présidentielles et on fait pas de non, c'est plutôt au final c'est peut-être la personne qui fera le meilleur président, celui que tu vas chercher et pas celui qui veut absolument l'être. c'est ça, mais je pense que c'est comme dans Game of Thrones quand à la fin il décide de mettre Bran, c'est ça, un peu comme ça, ouais. Désolé pour ceux qui n'avaient pas vu la fin de la série. Donc du coup ça fait maintenant 3 ans que je suis président du club. Avec un bureau, on est une dizaine. Donc on est 50 au club avec 10 personnes au bureau. Donc c'est quand même... on a 1/5 de notre club qui est au bureau et qui est impliqué. Et sans le bureau, rien ne pourrait fonctionner, en fait, clairement, parce que c'est le bureau qui fait vivre le club. C'est un club très particulier parce que aujourd'hui, on a un coach de natation et c'est tout en termes de coaching. Et tout le reste est fait par le club. Donc la mairie nous fournit les créneaux de natation. Et vous avez quand même les créneaux piscine, du coup. C'est ça. On a les créneaux piscine. Et à Paris, c'est très important. C'est ça. Ailleurs en France, ça l'est peut-être moins, mais quand même, il faut que... C'est un luxe, malgré tout, d'avoir des lignes d'eau réservées, je pense. C'est ça. On est à littéralement 100 mètres de Paris. On est au Pré-Saint-Gervais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le panneau, on voit le panneau Paris et on est au Pré-Saint-Gervais. Donc, c'est même pas 100 mètres. Je pense que c'est 5 mètres du panneau Paris. Donc, on a les créneaux sur la ville, donc dans la piscine du Pré-Saint-Gervais, de la ville du Pré-Saint-Gervais. On a notre coach de natation. Mais derrière, tous les coachs, tout ce qui est coaching... sur la course à pied et le vélo et les stages sont faits par les athlètes du club. De manière bénévole. Et en fait, on s'organise avec des team coaching. Donc on a une team coaching de running où il y a 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans chaque team, il y a 3 coachs. Et puis, exact, c'est des gens qui ont une certaine expérience dans le coaching, qui soit prof de PS, soit... un certain niveau aussi. Exactement, soit un niveau, soit sans... C'est pas un point de vue de niveau, c'est vraiment un point de vue pédagogie. Qui ont cette appétence pour la pédagogie, pour l'explication, pour animer. Et en fait, je pense que même les gens au début se disent... Il y a des gens, au bout de 1 an et demi, peuvent prendre ce rôle-là au club. Donc, il y a une transmission des connaissances aussi qui se fait. Exactement. Mais il y a toujours une programmation qui est faite en centralisé par quelqu'un du club. Donc, on a un programme qui est fait sur l'année pour le club. Et derrière, il y a une vraie différence entre la planification des séances et son animation. Ok, donc la planification des séances sur les 3 sports, c'est centralisé. Exactement. Mais ensuite, les coachs bénévoles, à part le coach de natation qui est...
parce que c'est très technique, j'imagine. Et puis C'est obligatoire légalement, je pense, d'avoir un Exactement. coach natation aussi. qui surveille. Qui a les diplômes. Attends, c'est des choses, Mélène, c'est incroyable. Je salue mon papa qui est au club de triathlon de Pleurmel et qui me On parlait de salue ça la justement. Ouais, c'était compliqué parce qu'ils avaient quelqu'un qui animait les séances, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir de mineurs qui venaient s'entraîner parce que le coach avait pas quand il n'y avait pas le coach, il n'avait pas le diplôme pour encadrer, donc les adultes pouvaient venir, mais pas les jeunes du club, donc c'était un peu dommage pour les séances natation. Voilà, petit aparté. Mais donc du coup, oui, donc il y a aussi ces coachs bénévoles qui vont ensuite, eux, opérer concrètement la mise en place de ces entraînements planifiés de manière centralisée. Exactement, c'est-à-dire que par exemple, on sait que le lundi, nous on enchaîne, on a un truc assez sympa, c'est lundi, mercredi, vendredi, et on enchaîne, on fait toujours course à pied, natation. Donc on vient, on change dans le vestiaire, on se met en tenue vestiaire piscine, on change en tenue de course à pied, on va courir, et ensuite on nage dans la piscine. Donc comme ça nous fait 2 entraînements dans la soirée. Il y a la douche entre les deux. Oui, il y a la douche. C'est ça. Ouais, bon. Obligatoire. Savonné. Et donc typiquement, s'il y a une séance, on va dire le lundi, c'est la piste. Si la séance, c'est 5 fois 1000 pour le groupe 2, 6 fois 1000 pour le groupe 1, et ben là on fait l'échauffement tous ensemble, on va faire les gammes tous ensemble, et ensuite il y a les instructions et il y aura des lièvres pour les différents niveaux. Et les gens se connaissent, au bout de 2 mois, tout le monde connaît à peu près avec qui il court, etc. Et les gens deviennent aussi autonomes parce qu'ils vont prendre leur chrono sur les 1000, etc. Il y a la séance qui est donnée et puis chacun s'adapte. Ça crée un cadre dans lequel chaque triathlète est consciencieux et va bien regarder lui-même s'il suit bien les choses, etc. Et puis chacun va aussi apprendre à s'auto-gérer en termes même de chrono, de se dire là j'ai fait tant, la semaine prochaine je vais aller chercher ce chrono là, je vais aussi essayer de suivre tel groupe. Il y a aussi cette... Et puis en fait les coachs bénévoles, on a dit il y en avait 9. Donc ça peut tourner, si quelqu'un ne vient pas, c'est aussi ça la complexité, c'est que quand on est bénévole, on vient quand on peut, on peut pas. Et donc ça, aujourd'hui, on a des outils de communication qui permettent de gérer ça. Voilà, ça, il y a un groupe WhatsApp pour les coachs, les gars qui est là ce soir, et chaque groupe s'assure qu'il y a au moins un coach. Ok. Et du coup, par exemple, là quand vous faites cet entraînement course à pied et natation, ça veut dire que les 3 groupes de niveau sont tous en même temps et ils sont juste simplement séparés dans des allures différentes. Exactement. Parce qu'ils sont plutôt homogènes entre eux, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a des différences d'allure au sein même d'un groupe, évidemment, mais tout le monde est en même temps, quoi. C'est ça. Sur la piste, c'est très facile parce que... Et on fait des par couloir. Ouais, et même pas, on fait des départs un peu différés, les premiers partent devant, et puis avec les récup, ça se fait toujours bien. Donc c'est vraiment, on fait tout ensemble sauf les séries, et puis après on se retrouve et on va tous à la piscine tous ensemble. Et puis si on va courir à d'autres endroits, nous on est à l'est de Paris, on va courir au but de Chaumont ou sur le canal. Au but, pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est très vallonné. C'est le but en fait. C'est un peu le but de nos entraînements là-bas. Je déteste la course à pied avec du dénivelé. Après c'est écrit, c'est but de Chaumont, c'est pas... c'est pas les plats Chaumont. Il n'y a pas de piège. Donc du coup, on reviendra après sur les buts de Chaumont, mais quand on est dans des endroits où on est dans des endroits publics, là typiquement pendant la récup, le groupe qui est devant, il fait demi-tour pendant la récup, il récupère tout le monde et on repart ensemble. Ah donc, oui, d'accord, ça permet... pour maintenir le groupe ensemble. Exactement. Ça, on se donne toujours ces règles-là avant, donc on fait l'échauffement, on se pose 2 minutes pour pas refroidir, une personne donne les instructions et ça part. Et après tout le monde rentre à la piscine. Et comment vous mesurer la progression de chaque triathlète? Enfin, justement, il y a une récupération des données d'entraînement qui permet aux entraîneurs bénévoles d'étudier un peu ça, d'adapter peut-être en fonction l'entraînement pour tel ou tel triathlète. Alors, les coachs organisent des tests de VMA
qui vont être à date régulière. Et derrière, chacun a sa petite fiche. Et c'est aussi le fait qu'on est des bénévoles, on essaie aussi de dire aux gens de s'assurer que leur fiche est complète. Ouais. Donc avec les outils, on a un Google Doc, chacun a sa fiche avec son niveau sur la course à pied, sur le vélo, sur la natation. Niveau nul, niveau moyen âge. On a des petits numéros. Je pense qu'on va devoir les changer parce que c'est vrai que les numéros, ça donne une espèce de hiérarchie. Oui. On devrait donner des petits noms de fleurs ou je ne sais pas. Des smileys. C'est ça. Et pour le vélo, vous faites comment du coup? Parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être la partie la plus galère, surtout en Ile-de-France. C'est pas toujours simple d'aller rouler. C'est quelque chose. On a fait un peu la même chose. Donc, il y a des gens qui font coach de. Mais là, on est encore sur de l'animation. Il y a 3 groupes de niveau. 1, 2, 3. Et sur ces groupes de niveau, il y a un départ qui est toujours au même endroit. Et c'est des groupes WhatsApp où on se dit, par groupe, quelqu'un envoie une sortie et se dit, tel jour, telle heure. Tel jour, telle heure. Ce qui est très compliqué pour le vélo, c'est la météo. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, si on se dit que c'est toujours la sortie le samedi matin et qu'au final, on se voit que le dimanche est plus sympa que le samedi, et du coup, pour l'organisation, c'est un peu complexe. C'est vraiment le vélo, c'est plus compliqué à gérer. Nous, on le voit aussi à plus petite échelle. C'est sûr qu'une sortie vélo, des fois, même la veille au soir, t'es pas sûr. Ou même le matin, des fois, ça arrive. Les gars, je sais pas, ça sent pas trop bon. Ouais. Et vraiment, clairement, en vélo, autant en course à pied, tu peux prendre un peu de pluie. La pluie en vélo, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et puis en plus, pour la sécurité aussi. Ouais, et puis en course à pied, tu sais que ça va durer 1 heure, 1 heure et demie sur des sorties longues. Oui. En vélo, quand tu pars sur 4, 5, 6 heures, quand il pleut la première heure, t'es un peu dégoûté, quoi. T'es vite trempé, tu cailles. Mais du coup, vous adaptez, vous essayez d'être assez flexible pour adapter. Oui. En fonction. Et est-ce que vous faites du virtuel, du home trainer? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez Ça, on l'a fait. Il y a eu alors, c'est sur les 3 ans où j'étais président de club, il y a eu 2 ans de Covid. Donc on a dû gérer le club totalement différent. T'as pas eu beaucoup de boulot, en fait. Au contraire, parce que là, il faut tout ce qui marchait. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait tout se réinventer, quoi. Il fallait réinventer beaucoup de choses. Notamment, on a mis en place ce dont on parlait. On a fait des sorties Zwift. Et là, les sorties Zwift. Ça, c'est top pour le coup. Exactement. C'est top, mais après, c'est un peu. Ça crée des inégalités. Tout à fait. Des gens qui n'ont pas d'entraîneur. Tu vois, il faut payer l'abonnement Swift, Oui, non. Après, il faut s'assurer que tout le monde puisse avoir accès. De toute façon, pendant le confinement, si t'avais pas de home trainer, le vélo t'oubliait. Oui, c'est sûr. T'avais pas à faire des boucles autour de. J'ai vu un mec qui faisait du vélo autour de la piste d'athlée. Faut vraiment être un acharné parce que franchement, c'est l'enfer. Déjà en course à pied, des fois, ça peut être long sur la piste. Alors là, en vélo. En vélo, c'est vrai. Il y a 2 niveaux. Il y a le moment où on pouvait sortir. Et le moment où on pouvait pas sortir. Donc quand on pouvait pas sortir, là c'était le home trainer. Il y a eu organisation de séances par certains de nos coachs de séances de gainage pour le maintien en forme, etc. Là pour le coup, quand on pouvait pas sortir, le club à ce moment-là, il était quand même beaucoup plus calme parce que quand on pouvait courir à 1 kilomètre autour de chez soi, qu'on devait pas se voir, la question se posait pas en fait. Ensuite, après, quand les conditions sont un peu plus allégées, les sorties vélo, quand on pouvait pas aller dépasser les 10 km, et puis il y a aussi des règles qu'on a dû suivre en fonction de ce que... il fallait tout le temps suivre ce que demandait le gouvernement et le ministère des Sports, parce qu'il y a cette notion de nombre de personnes max par groupe. Donc à un moment c'était 6, à un moment il y avait plus de regroupement, il y avait plus de limites, il y avait des histoires de distance, et tout ça faut que nous en tant que club on peut pas ne pas le respecter. Donc voilà, du coup ça change de la dimension de tu fais ta sortie avec tes potes. Oui, donc, il y a une responsabilité du club. Exactement, il y a cette responsabilité du club et on est obligé de, ce qui est normal, pendant cette période-là, de la faire fonctionner. Il y a eu des périodes creuses
où du coup on pouvait se rassembler, et par contre où il n'y avait pas de compétition. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé nos propres compétitions en interne, et ça a super bien marché, parce qu'en fait, les compétitions, on était à chaque fois entre 30 et 40 dans les compétitions. On a fait un 5 km, un 10 km, on a fait un multi-duathlon. Ouais. C'était course à pied, vélo, course à pied, vélo, course à pied. Comme la Super League, quoi. Ouais, c'est ça. On a essayé de trouver des choses qui allaient motiver les personnes à continuer à s'entraîner, à se dire j'ai cette carotte-là. Donc, c'est toujours le même système. J'ai cette carotte-là à telle date et j'y vais et je continue à m'entraîner. C'est pas mal. Enfin, moi, je fais partie de ceux, en tout cas, où avoir un objectif de compétition, enfin un objectif tout court, ouais. Ça motive. Il y a des gens, et ça j'ai du mal à les comprendre, mais qui arrivent à se dire non, moi je m'entraîne, c'est cool, c'est ok. Ouais, non mais pourquoi? Bah non, je m'entraîne, c'est tout. Et tu traques pas ta course pour savoir combien de temps t'as fait? Ouais, non, de toute façon, si c'est pas dans Strava, ça compte pas. Hein, exactement. Exactement. Et justement, par rapport à ça, vous participez aussi aux compétitions, aux championnats de France On fait beaucoup de... Hein, je sais pas. On n'a pas fait le championnat de France. Il y a eu un championnat de France Zwift, un Île-de-France Zwift de mémoire. On n'a pas participé parce que à ce moment-là, il fallait que tout le monde soit dans le coup. Par contre, on fait pas les championnats de France. On fait tout ce qui est bike and run. Et il y en a un à Paris, je crois. Ouais. En fait, on fait les bike and run. L'hiver, on fait toujours les bike and run pour faire les championnats Île-de-France. Et c'est parce que, c'est clairement accessible. On a un club où on a beaucoup de filles qui sont très fortes. Chez les mecs, la densité, des fois, elle est vraiment très dure. Et donc, nos gars, il y en a qui vont être bien classés, mais de là à faire les premières places, c'est un peu compliqué. On avait un athlète qui lui a réussi à être sur le podium plusieurs fois, mais il faut être sur toutes les courses toute l'année, donc c'est compliqué. Ouais. Chez les filles, on a un club où les filles sont assez fortes, donc plusieurs fois les filles ont été championnes d'Île-de-France de bike and run. Félicitations. Et c'est aussi... le club est très mixte. C'est le club d'Île-de-France avec la plus grande mixité, hommes-femmes. Donc ça fait aussi sa particularité. Tous les week-ends, on a des filles qui font des podiums. Donc c'est cool. C'est hyper cool. C'est vrai que sur le triathlon, ça reste encore quand même pas mal masculin. C'est vrai que sur les courses, on voit... Ouais. Ça commence à plus s'ouvrir, mais c'est vrai que qu'il y ait la parité dans votre club, c'est cool, parce que oui. c'est pas le cas, je pense, dans beaucoup. Et c'est aussi, ça fait aussi des groupes vélo où les filles ont un peu moins peur de venir, parce que clairement, le vélo, c'est un des plus gros handicaps, parce que je pense que, alors je vais dire une bêtise, hein, mais le cyclisme reste un peu un sport un peu macho. Et de passer le cap là, c'est compliqué. Et le fait d'avoir d'autres filles, et on a des filles qui sont très fortes, hein, et on a 2 filles qui roulent fort dans le groupe 1 où il y a les gars les plus forts. Donc, et ça motive aussi d'autres filles à venir à faire leur groupe. Et à intégrer ce groupe, ce groupe numéro 1. Quoi. Exactement, ou même rester dans le groupe... dans des groupes intermédiaires, mais ça motive à vraiment sortir, faire des sorties en groupe. Voilà, les filles animent énormément le club. Hein. Clairement, c'est une très grande force au club qu'on a. Et est-ce que vous avez, je sais pas, il y a une question qui me vient, mais est-ce que vous avez un lieu quelque part physique du club? Parce que c'est vrai que avec un drapeau et tout. Avec un drapeau, un fagnon. On a un emblème. Hein. Un emblème, ouais. On a un gros bélier dans le dos. Vous allez le voir. On a un beau bélier. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que quand on passe à d'autres sports, moi j'ai fait du foot plus jeune, j'ai fait du tennis, et t'as un club, t'as le clubhouse, t'as un truc physique, sure. Et au final, quand tu viens t'entraîner, tu vas sur le terrain que tu connais, tu vas dans les vestiaires que tu connais, et là, le triathlon, c'est un sport, il y a 3 sports en un. T'es dans une piscine, t'es à une piste. Alors j'imagine que tu peux aller toujours à la même piscine, à la même piste, mais t'as plusieurs lieux différents. Et puis le vélo, par nature, t'es dehors, quoi. Et tu pars loin et tout ça. Donc, est-ce que vous avez un lien quelque part, un endroit physique qui... Un PMU un petit troquet de quartier c'est pas loin d'être ça. Mais non, réellement, le lieu de rassemblement dans lequel on est 3 fois par semaine, c'est vraiment la piscine.
Ouais. Donc c'est le vestiaire de la L'installation, piscine, c'est devant la piscine quand tout le monde arrive, c'est à la fin entre les deux sports, c'est là où on discute, etc. On a la mairie qui, quand on veut faire l'assemblée générale du club, qui nous donne en fait une salle pour qu'on fasse notre assemblée générale. Mais surtout, on organise beaucoup d'événements. Là, dans 2 semaines, on fait notre soirée de Noël. Ok. Cool. Il y a 2 semaines, on a fait la soirée, une soirée un peu pour accueillir tous les nouveaux, donc parce que tous les nouveaux viennent, et on a fait l'élection des parrainages. Donc chaque nouveau a un parrain. Donc, Et qui l'accompagne. C'est ça, qui a été tiré au sort. On fait un tirage au sort pendant une soirée, tous ensemble. Et chacun a son parrain, et son parrain va l'accompagner effectivement dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va être son contact privilégié. Si j'ai une question, si je veux acheter du matériel, si je sais pas sur quel cours je vais m'inscrire. Si je veux changer de coach. C'est ça. si j'ai loupé un mail, de quelle course je dois faire. Donc tout ça, il y a une personne, donc son parrain, il va pouvoir lui parler. Et même si le parrain n'a pas la réponse, mais le parrain, il est un contact privilégié, exactement. il mettra en Voilà, relation avec la bonne le personne. parrain, exactement. Il aura l'info, il est là depuis plus longtemps, donc il va pouvoir donner l'info. Fournir quelques produits si besoin. Enfin, voilà. le maître. Non, c'est Le parrain. le parrain. Le parrain, ouais. Donc voilà, il y a cet aspect-là qu'on veut avoir, hein, c'est de garder une proximité avec les athlètes et que clairement tout le monde. C'est vrai que ce système de parrain, c'est assez intéressant parce que même si le club grossit, ça permet quand même, ça aide à l'intégration des nouveaux arrivants, quoi. C'est ça. Malgré tout. Sachant que l'idée, c'est que là, cette année, on a un peu plus grossi, mais on est passé à 60. D'accord. Mais on peut pas être beaucoup plus gros parce que déjà, c'est pas notre souhait, parce qu'on trouve que ce groupe-là et d'avoir cet esprit-là où tout le monde se connaît, c'est hyper important, hyper intéressant. Et surtout, on est limité par quelque chose de physique, exactement, qui est le nombre de places dans la piscine. Ouais. Et puis même pour les sorties vélo, on l'a pas abordé tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas des restrictions légales sur les pelotons? Sur les pelotons. Au-delà de 100, c'est une étape du Tour de France. Je suis pas sûr qu'il y a enfin, du moins, je l'ai pas. Non, t'as le code de la route, mais c'est tout, quoi. Ah oui, c'est le code de la route. Ouais. Non, mais t'as un truc, à partir d'un nombre de cyclistes, ça fait un peloton, et je crois que t'es censé diviser, en fait. Je vais peut-être dire une bêtise, mais. Mais c'est quand t'es très nombreux, quand même. T'as pas le droit de. Ouais, t'as pas le droit de rouler à 50 en bloc, en fait. T'es obligé de séparer en mini-peloton, normalement. Ouais. Tu peux pas rouler, mais bon, après... En tout cas, nous, avant que ça nous arrive... Ouais, il y a encore un peu de marge. Ouais, il y a un peu de marge, et surtout qu'on sépare par niveau, parce que en plus. c'est pas... déjà des groupes plus petits. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui fait ses sorties... à 34 de moyenne, de rouler avec des personnes, ni pour l'un ni pour l'autre, hein, de rouler avec quelqu'un qui roule à 25... Forcément, c'est compliqué. Ouais, puis quand tu restes au chaud dans un peloton à 50, c'est ça. Tu fais pas grand chose non plus de ta sortie, quoi. C'est cool pour ta sortie Strava, mais. Exactement. Est-ce qu'il y a des resquiers, des escrocs qui restent dans le peloton tout le temps? Bien sûr. Mais bien sûr, toujours. Ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Et il paraît que ça existe aussi en course à pied. Des mecs qui prennent jamais de relais, qui restent toujours derrière. Mais déjà, faut avoir le niveau pour le garder à pied, parce que... Ouais, je pense en course à pied, effectivement. En course à pied, pour ressentir un effet d'aspiration, il faut quand même commencer à courir sévère, non, un peu? Il existe, ouais. Je pense que ça dépend du nombre de coureurs. À partir de combien de... Non, mais t'as ce phénomène-là sur... C'est sûr que Kipchoge, son record officiel... Enfin, officiel, non, justement, pas officiel, mais non officiel, avec ses lièvres qui le protègent, à l'allure où il court... Je veux bien croire que ah oui, totalement. Là, il y a un effet, quoi. Bah, typiquement, à vélo, quand on monte un col et qu'on est à 20, t'es dans une roue, t'es pas dans une roue, c'est pas la même chose. Clairement, là, oui, même à 20 à l'heure, il y a de l'aspiration. Mais ouais, j'étais assez surpris. Il y a un article de l'équipe, je crois que Wilfried nous l'avait communiqué. Oui, sur les watts dépensés en fonction de ta position dans le peloton. C'est ça, et même justement dans des phases d'ascension. Ouais. Mais et c'est pour ça que là, clairement, au Tour de France, avant que les gars puissent décoller et que ça joue vraiment non plus qu'à la stratégie, les mecs ils commencent à mettre des pourcentages à 18% pour que ça monte à 10 km/h, quoi. Donc
Après, t'as l'aspiration, mais t'as aussi la motivation. Ouais. Quand t'es sur une course et que tu restes derrière un mec pendant 10 bornes, peut-être l'aspiration, le phénomène est assez faible, mais motivation, tu restes derrière quelqu'un qui te tire dans les moments où c'est compliqué. Tu peux lui dire à la fin merci, quoi. Je te dois la course. Donc t'as ce phénomène-là aussi. Un peu un modèle de club bénévole où ça marche parce que tout le monde met la main à la pâte. Donc c'est hyper intéressant et on essaie de faire des réunions de bureau assez souvent. On se voit quasi tous les mois pour y a les moyens de communication modernes, enfin clairement le téléphone, le SMS. non mais voilà, l'idée c'est de justement, quelle est la moyenne d'âge par exemple, est-ce que tu la connais? Alors je l'ai pas. Alors je vais la dire à vue de nez, mais je pense que ça doit être autour de 32-33 ans. Ok. Ouais, donc relativement jeune, on peut le dire. Relativement jeune, totalement jeune. Ouais. Du coup, on peut pas faire la promotion du club parce que vous recrutez plus. Oui. Mais pour ceux qui voudraient s'inscrire, il y a une liste d'attente du coup. En fait, on ouvre les recrutements entre juin et fin août. Ouais, entre les deux saisons. Voilà, c'est ça. Et bon, là, évidemment, on parle de votre club qui est en région parisienne, mais de manière plus générale, quels sont les avantages majeurs à être affilié à un club selon toi? Si tu pouvais résumer pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas licenciés dans un club. Comment? En 3 points, par exemple. 3 points. Alors, en 1. Non, du coup, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Clairement, il y a le numéro 1, c'est le côté social. Donc, c'est hyper important pour sa motivation. Exactement. Motivation. Et puis, les informations qu'on va pouvoir avoir sont dingues. C'est-à-dire qu'on ne va même pas penser à certaines courses. La force du collectif, elle est pas démontrée sur aucun des domaines, mais là, c'est faire des sorties vélo, garder ses motivations, et en fait, ça transforme vraiment le projet en long terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir en un coup de tête de se dire demain, je m'inscris à un triathlon, je me motive, je vais le finir, et puis je mets une croix dessus, et puis je range le vélo et je le mets en vente. J'achète. Excuse-moi, c'est un réflexe. c'est un très bon réflexe. Et du coup, c'est vraiment pour le long terme parce que ça permet toujours d'avoir cette émulation, cette motivation de groupe. Et ça pour moi c'est vraiment le numéro 1. Et en plus la progression, parce que quand ça vient avec, il y a la progression et puis élargir son cercle social. Aujourd'hui au club, je sais que on est souvent, via nos métiers, dans des cercles où les gens se ressemblent beaucoup. Ouais. Dans notre club, on a des gens qui sont très différents, qui font des métiers différents et qu'on ne pourrait pas croiser dans nos milieux professionnels ou même dans nos études, etc. Et donc ça, c'est déjà hyper enrichissant en soi. C'est une diversité qui est enrichissante, quoi. Exactement, on va croiser énormément de personnes du milieu médical qu'on ne croise pas d'habitude, on va croiser des personnes qui sont profs, on va croiser des ingénieurs, des entrepreneurs, on va croiser vraiment beaucoup de métiers différents et puis beaucoup de parcours de vie différents aussi et ça c'est hyper intéressant. Il y a même et puis au-delà du triathlon, ça crée vraiment des liens sociaux hyper important. Qui dure et qui s'exprime au-delà du club, quoi. Au club, quand quelqu'un déménage... Il y a 3 mariages. C'est ça. Mais les enfants, maintenant. Sûrement. Mais il y a des... Oui, c'est ça. Il y a des... L'ancien président du club, il y avait ses 3 enfants au club, donc c'est... c'est une vraie famille. Quoi, exactement, c'est une vraie famille. Et puis, c'est tout bête, sur le WhatsApp du club, quelqu'un déménage et dit les gars, je déménage, et il y a des gens en bas de chez lui. Donc c'est assez. Et là, plus personne ne voit les notifs. et des gens affûtés physiquement. Ce qui est utile pour un déménagement. C'est pas mal. Sauf si t'es breton et t'es par défaut. Déménageur breton. On les salue. Mais souvent, les triathlètes, on a un peu chochotte, on a un peu mal à l'épaule, je vais me faire mal. C'est ça, exactement. J'ai une grosse séance de natte. Et vous avez pour projet d'organiser un triathlon, peut-être ou... On en a organisé 2.
c'était les watt bike. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non, on n'est pas assez... C'était des triathlons semi-indoor. Ok. Donc en fait, on nageait, c'était en janvier, et c'était 300 mètres de natation en piscine. Donc c'était des vagues de 12. Ok. 300 mètres de natation, 7 km de vélo sur un vélo qui s'appelle, c'était une marque de vélo qui s'appelle Watt Bike, sur lequel en fait il y avait les watts. Ok. Donc D'accord, et on ok. faisait les D'où 7. le nom. Ok. C'est ça. C'était le triathlon Watt Bike, et en fait la marque nous louait ses vélos, et aussi Ouais. c'était le nom de la compétition. Et 2 km à courir donc dehors. Tu te fais du mal. C'est ça. C'est Ouais, ça. donc là, t'es Ça à vite. pas bloc, quoi. C'est dans le T'as rouge. un bloc sur tout, en fait. T'as un bloc sur tout. T'as un bloc sur tout, et surtout, t'as nagé dans une piscine à 26 degrés, t'as fait du vélo en trifonction. Et là, tu sors. C'est ça. Tu sors en janvier, ouais. Et tu sors en janvier direct par 3 degrés avec des gens en doudoune, mais t'as chaud. Hein. Et tu cours au Timberland. Ouais, c'est une démarche. Ah, c'est sympa ça. Et on l'a fait 2 fois. L'organisation est assez complexe, Ouais. parce que clairement, les bénévoles, ils passaient 48 heures quasi non-stop à travailler. Et ça sans parler du travail en amont, de la toute préparation. l'organisation, ouais. Mais vraiment, les bénévoles sont là pendant 48 heures. Et ils rentrent dormir entre samedi et dimanche, et ils reviennent pour la course dimanche. Et donc c'était très coûteux en temps. Ouais. Et puis on voulait relancer d'autres événements qui étaient plus course à pied ou duathlon. Mais le Covid, Ouais, compliqué. Oui, il y a- on a tout stoppé. Mais ouais, du coup, c'est sur les financements, ça c'est une question qu'on voulait te poser. J'imagine que le club est affilié à la FFTRI. Ouais, FF3. Du coup, il y a une licence à payer. Combien ça coûte de s'affilier, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, De se licencier. de se licencier, pardon. Oui. Et j'imagine que les prix évoluent beaucoup en fonction des clubs. Tout à fait. Alors, Donc il n'y a rien de fixe. ouais, nous, on a une licence à 280 €, Ok. donc qui comprend la licence FF3. La licence FF3, elle doit coûter une centaine d'euros, je pense que c'est 90 € de mémoire, mais donc c'est 280 €. Et donc ça comprend tout ce dont on a parlé. Ouais, tout l'accompagnement de coaching. Exactement. Et les autres clubs sont quand même beaucoup plus chers. Ouais. Mais forcément, ils ont des prestations différentes. Nous, il y a beaucoup de bénévolat qui fait que nos coûts sont plutôt bas. On a 3 sponsors qui nous suivent et qui nous aident financièrement pour relancer certaines choses. Typiquement, on a des tenues club. Qui sont... Oui, tout ça, ça a un coût. Exactement. Si ça peut ne pas être supporté par. Pas intégralement, en tout cas. Ouais, ça. ou pas intégralement, voilà. C'est ça. On essaie de faire ces événements-là. Et après, c'est vraiment ces questions de budget sont un peu complexes parce que clairement, on n'est pas vocation de faire la D1, D2, D3 de triathlon, et on n'est pas à vocation aujourd'hui de faire de la surperformance. On a des athlètes qui s'amusent bien. On a déjà fait de la D3, mais la D3, c'est éliminatoire de la natation. Donc, ouais, Non, On et en puis, parlait. puis même la D3, on a des athlètes de très haut niveau qui sont sur longue distance, qui viennent donner un coup de main au club et ça nage déjà très 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 fort. Hein. C'est la D3, pour vraiment y aller, faut nager 4,40 au 400 à peu près. Donc ça commence à aller vite, ouais. ça commence à aller très vite. Ça fait une 10 au... Une 10 au 100. Une du 100, ouais. Ouais. Donc C'est à peu près ce que je fais sur 50. Donc voilà, sinon après... Ça, c'est la D3, ça. Ça, c'est la D3. Ça, c'est la D3. Ah, Donc, c'est déjà très loin, quand même. Hein. Ouais. C'est un gros niveau. On a quelques athlètes qui peuvent faire la D3 de duathlon. Parce qu'on a beaucoup de bons coureurs et de bons cyclistes. Et on va s'orienter vers quelque chose qui peut être plus sympa et plus marrant pour tout le monde. Parce que aller et sortir de l'eau très loin et pas du tout jouer la course, c'est pas très intéressant en fait. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, en termes de budget, vous êtes dans un schéma où s'il y a des triathlètes qui peuvent atteindre ces niveaux-là,
pourquoi pas, mais vous n'êtes pas dans une démarche où on va mettre les moyens financiers pour faire monter spécifiquement des athlètes à ce niveau-là, quoi. Non, c'est pas le but. Et surtout, je pense que le triathlon se professionnalise de plus en plus et que les athlètes qui ont ce niveau-là sont déjà dans des structures beaucoup plus cadrées. Nous, on n'a pas d'école de triathlon. Donc l'école de triathlon, c'est pour les jeunes. Il y a des écoles de triathlon. Et ça, pour le coup, c'est de là où sortent les futurs champions, en fait. Oui. Donc c'est clairement dans ce niveau-là qu'il faut... Des sports-études, c'est ça, non ? Même pas. Enfin, Même il y a pas. école de triathlon, c'est typiquement... ils prennent... ils ont des enfants qu'ils encadrent. Ils leur font les entraînements. Et c'est assez normé. C'est ce qu'avait fait Bertrand Billard. Oui, en fait, je pensais à Bertrand Billard. Mais parce qu'après, il fait plutôt un cycle sport-études. Ouais, mais avant, il avec était Vincent Louis. dans une école, dans un club de triathlon de jeunes. Tout jeunes, quoi. C'est ça. Ouais, C'est C'est ça. un peu comme dans les clubs au PSG, ils ont des recrutements très très jeunes et ils font grandir les pépites. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est dans ces environnements-là qu'on va faire monter des super champions. Et après, derrière, c'est d'autres structures, des structures plus nationales. Donc, Là, sachant- c'est un club familial, c'est pas du tout le même objectif. oui, c'est ça. Mais attention, on a des gars qui tournent très fort. Hein. Ah oui, non, ça n'empêche pas. Ouais. Ouais. Non, mais je pense aussi que pour les auditeurs qui nous écoutent et pour revenir sur les avantages et les intérêts d'un club, tu parlais de l'aspect social. C'est vrai que je pense que si on est aussi un peu isolé dans sa pratique ou avec un pote ou une amie ou avec qui tu fais du triathlon, il y a aussi tout l'encadrement pour progresser, quoi. Je pense aussi, ça c'est... Et les conseils aussi, c'est vrai. Et les conseils, ouais, c'est ça, rechercher nous, on a monté ce podcast en se disant, tiens, on va partager des choses. Après, c'est sûr que être dans un club avec des coachs bénévoles ou pas, qui te suivent, qui calculent ta VMA, qui calculent ta FTP, qui permettent de calibrer tes entraînements, te dire, là, repose-toi, là, t'as fait un entraînement, tu t'es foutu de moi. Là, faut que tu lèves le pied. Enfin, je pense que aussi tout ça, ça te permet de rester dans les rails et d'avoir une progression peut-être plus rapide que tout seul de ton que côté. tout seul dans ton coin. Non, mais ça c'est indéniable. évident. C'est clairement l'effet du groupe va faire que tu vas avoir plus d'informations, tu vas les partager, tu vas avoir aussi un temps, pendant même ton entraînement. Aujourd'hui, si tu veux chercher de l'information, c'est une information que tu viens chercher. Tu vas peut-être, surtout, tu vas allumer ton PC et tu vas regarder des chaînes, des gens qui vont t'expliquer. Ça, c'est des choses que tu vas toi-même chercher. Quand tu viens dans un club, ces informations-là se sont données. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre ces informations-là. Tu discutes pendant l'entraînement, tu discutes et en même temps, tu t'entraînes. Ouais, Et donc, c'est aussi... double emploi. Exactement. Et pendant même ce qui est assez intéressant sur course à pied et vélo, et c'est pour ça que j'avais un petit souci avec la natation comme tout le monde, c'est que la course à pied et le vélo, pendant les échauffements et pendant une grosse partie, Tu parles. Ouais. Donc, La natation, c'est... sauf si tu fais le langage des baleines, c'est compliqué, quoi. c'est ça. Ouais. C'est Ou ça. sauf en course à pied quand t'es à bloc sur un split Exactement. fractionné, il faut pas parler. Ou dans un Ouais. col. Mais voilà, il y a ce côté où je vais faire une sortie vélo. J'ai le choix entre aller boire une bière avec mon pote ou aller rouler avec lui pendant 3 heures. Et tu discutes et tu parles d'autre chose et au final tu vas aller mettre ta sortie sur Strava et des gens vont te mettre des petits commentaires en te disant t'as assez envoyé, t'as pas envoyé, belle course, et puis aussi ça va remotiver d'autres gens à venir rouler avec toi la semaine d'après. Donc On invite tout le monde à vous contacter, hein, ceux qui sont en région parisienne et qui ont envie de découvrir ou de progresser en triathlon. En tout cas, n'hésitez pas, ça a l'air d'être très bonne ambiance. Ou de se rapprocher d'un club de leur région, de votre région, Exactement. si vous souhaitez vous inscrire dans un club de triathlon. exactement. Et puis oui, nous on est ouvert pour toutes les personnes qui sont motivées et qui veulent cet esprit-là en fait, cet esprit qui est je cherche à
à participer dans un club, à être présent. C'est-à-dire que nous, clairement, c'est un engagement moral qu'on a avec les athlètes. Vu qu'on veut limiter le nombre de personnes, l'engagement moral, c'est que... Ouais, tu viens pourtant... Voilà. Tu t'investis un minimum. Il faut venir, il faut participer. On a des personnes qui vont, à chaque fois, quand on fait une sortie, une course club, on a une personne ou deux qui va s'occuper d'organiser cet événement, qui va relancer à la bonne date, qui va dire soit il fait l'inscription pour tout le monde, chercher les logements. Donc il y a de la vraie logistique. C'est faire le planning des voitures, parce que tout le monde n'a pas de voiture. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait avec la force du groupe, en fait. Ouais, ça, c'est quand même très intéressant. Ça facilite beaucoup les choses. Ah, totalement. Puis même, on a créé une petite braderie en interne. Donc pour ceux qui débarquent, qui veulent pas mettre dès la première année hors vélo 1000 euros de matériel. Donc ça permet aussi d'avoir cette braderie en interne. Les anciens, ils se débarrassent un peu de leur matériel. Et puis les nouveaux, ils ont du matos pour pas cher. Donc c'est un peu toutes les synergies qu'on peut dégager du collectif et qu'on essaie de mettre en place. Mais c'est une synchronisation. Notre travail, c'est de faire cette synchronisation. C'est top. Écoute, ça donne envie. Non, ça donne envie. Félicitations pour tout ce que tu fais et tout ce que vous faites en tant que club. Merci. Et puis c'est surtout grâce au bureau, parce que c'est vraiment sans le bureau, le club il tourne pas. Ouais, on a l'impression effectivement. Non, mais franchement c'est hyper intéressant. On a fait un petit peu le tour des différentes questions qu'on voulait te poser. Donc merci beaucoup pour tes réponses. Ouais, on question tradie quand même. On pouvait sûrement parler davantage encore, mais je pense que ça donnait une bonne image à nos auditeurs de ce qu'est la vie d'un club et comment ça fonctionne un petit peu, quoi. J'espère. Où est-ce qu'on peut te suivre le club sur les réseaux ? Alors on a une page Facebook qui est EPPG Triathlon, et on a une page Instagram qui est EPPG Triathlon également. On vous trouve facilement. C'est ça, donc c'est EPPG Triathlon, c'est facile de trouver. Et toi, personnellement, tu as des réseaux ? Oui, Instagram, Facebook. Sur Instagram, c'est hotman.chouk, comme le début de mon nom de famille, donc hotman.chouk. Facile à trouver aussi. Voilà. Très bien. Et la question traditionnelle ? Oui, il faut qu'on te la pose, puisqu'on a une question traditionnelle dans le podcast Pinta Triathlon Club, c'est quelle est ta bière préférée ? Ah, ok. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous donner celle que vous devriez vraiment goûter. C'est la Gaïa. Je sais pas si vous la connaissez. Bien sûr. Ah, ok. Bon, voilà. Fait. Je peux pas passer. Bière parisienne, bière pantinoise même. Ouais. Tout à fait. Donc c'est à Pantin. Juste à côté du Pré, ouais. Bien sûr, on connaît très bien la Galia, ouais. Voilà. On aime beaucoup. Donc elle est. Nous, littéralement, elle est à quoi ? Elle est à peut-être 800 mètres de la piscine. C'est la bière locale. C'est brassé à la piscine. On va venir s'entraîner avec. Bah oui, mais voilà. Pas mal. On s'y attendait pas. D'accord, ok. Bon. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle est citée dans le podcast. Ouais. Après, on interviewe des Parisiens aussi, un peu. Des locaux, Puis elle est hyper connue même dans l'international. Elle est exportée en Argentine. Ouais, ça commence à prendre pas mal, ouais. Pas mal. C'était une des premières brasseries à relancer la bière parisienne à Paris, parce qu'il y avait des vieilles brasseries mais qui avaient arrêté de brasser. Il n'y en avait plus du tout, et elles ont relancé un peu le truc. Et puis maintenant, il y a plein de brasseries parisiennes qui sont aussi lancées, quoi. Clairement, beaucoup de micro-brasseries. Micro-brasseries aussi. Puis nous, on passe, nos sorties vélo passent littéralement à 300 mètres de là-bas. Et des fois, on part avec... Il y a un bar-restaurant à la brasserie ? Non, on part avec un autre vélociste. Il y a un vélociste qui fait café-bar, qui fait réparation et café, top, qui s'appelle les Bécanes d'Antoine. Il est à Pantin, il est le long du canal et il fait des très bons cafés.
Bon, bah voilà, la prochaine sortie, on sait ce qu'on va faire. On va s'arrêter là-bas. Ouais. Et nous, nous, Thibaut, ouais. C'est la question, j'allais te la poser parce que à chaque fois je me trompe. On peut nous suivre sur Strava. N'hésitez pas à rejoindre le club. C'est PPTC sur Strava. Et sur Instagram, PPTC_tri. La chaîne YouTube également, PPTC. On est où aussi sur Facebook. PPTC aussi. PPTC aussi. Et surtout, on a oublié de le dire en début d'épisode, alors qu'on s'était dit, ouais, on va dire un petit message au début d'épisode. Mais n'hésitez pas à souscrire sur Apple Podcast, sur Spotify, pour être informé des nouveaux épisodes. Et surtout, à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que sinon ça sert à rien. Puis ça fait toujours plaisir. Et laisser un petit commentaire. Franchement, on les lit tous et ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à noter sur Apple Podcast ou nous envoyer des petits messages sur Instagram, tout ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Merci encore Othman. Merci beaucoup. Écoute, au plaisir. Merci à vous pour l'accueil. Écoute, ravi. On se recroisera sûrement. Avec plaisir. Puis peut-être que vous allez postuler au club. Bien sûr. C'est possible. Et surtout, on n'oublie pas que le plus important, c'est le club, bien sûr. À bientôt. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.